Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Dans le cadre de cette grande édition du journal, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est entretenu le lundi par téléphone séparément avec le président rwandais Paul Kagame et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, annonce un communiqué du département d'État américain. Ainsi a-t-il plaidé en faveur d'une solution diplomatique aux tensions entre Kinshasa et Kigali. Plus de précisions dans ces papiers commentaires signés Gisèle Olivier-Toko. Des discussions au sujet de la situation volatile à la frontière entre Kinshasa et Kigali, ainsi que la crise humanitaire qui s'est fortement dégradée, étaient au centre de cet entretien téléphonique qu'a eu séparément le secrétaire d'État américain Antony Blinken avec le président rwandais Paul Kagame et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Antony Blinken confirme le communiqué du département d'État américain a plaidé en faveur d'une solution diplomatique aux tensions entre les deux pays. Le chef de la diplomatie américaine exhorte chaque partie à prendre des mesures pour désamorcer la situation, y compris le retrait des troupes de la frontière. Rappelons que depuis plus d'un an, les États-Unis élèvent la voix pour demander au Rwanda d'arrêter de soutenir la rébellion du M23. Plusieurs rapports de l'ONU ont clairement établi les soutiens de Kigali au M23. En plus, récemment, les États-Unis ont annoncé qu'ils renvoyaient leur coopération militaire avec le Rwanda. Kigali a été placé sur une liste noire de pays accusés de recruter ou d'utiliser les enfants soldats. Washington a restreint son aide militaire ainsi que le vente d'armes et de matériel au pays des Kagame. Dans un autre chapitre, élection 2023, Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante en mission en Séoul, en Corée du Sud, pour suivre la finalisation de la production du matériel commandé à la société coréenne Miru System. C'était également une occasion pour le numéro 1 de la centrale électorale Denis Kadima de confirmer la tenue des élections le 20 décembre prochain. Suivez. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, est en mission officielle à Séoul, en Corée du Sud, depuis lundi 6 novembre 2023, pour suivre la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miru System. Au lendemain de son arrivée, le président de la Commission électorale nationale indépendante a tenu une séance de travail avec les responsables de Miru System au siège de cette firme coréenne où il était question d'apprécier le travail accompli en synergie avec les équipes de la CENI. Celles-ci y ont été dépêchées depuis plusieurs semaines dans l'objectif d'équiper la CENI du matériel électoral adapté, notamment les dispositifs électroniques de vote qui servira aux élections prévues le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. À l'issue de cette rencontre, le président Denis Kadima s'est rendu à l'entrepôt central des Miru System pour confirmer les rapports établis concernant le matériel déjà prêt à être expédié en République démocratique du Congo. À la lumière de ce qu'il a vu, Denis Kadima a exprimé sa satisfaction. Le gros du travail est fait et je suis venu voir comment les équipes s'étirent d'affaires et je dois dire que je suis très satisfait parce que tout le travail qui était très intensif a été fait. Vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de matériel, il y a les dispositifs électroniques de vote, il y a les bulletins de vote, il y a plein de choses qui sont déjà fabriquées et qui n'attendent que d'être expédiées au pays. La CENI a une grande capacité logistique. Le pays, bien sûr, il est vaste, c'est vrai, mais comme le travail de fabrication est déjà fini, nous sommes maintenant à une étape où il suffit maintenant de distribuer, mais nous ne le faisons pas pour la première fois. Nous savons les défis qui se posent au pays sur le plan logistique et nous avons des bureaux à travers
le pays, les bureaux en termes de secrétaire exécutif provincial, les antennes. Maintenant, c'est question seulement d'utiliser les moyens de bord pour arriver à destination. Je pense qu'on a assez d'expérience, comme je l'ai dit, et de temps pour le faire. Bien sûr, c'est un défi, je ne minimise pas le défi, mais on va utiliser tous les moyens possibles et on va arriver à le faire. Ouais. J'aimerais vraiment que nos compatriotes sachent que le 20 décembre, c'est la date des élections et tout est mis en œuvre pour que les élections aient lieu à cette date. Et selon le calendrier de la CENI, j'avoue que c'est un calendrier très ambitieux, selon le calendrier, nous évoluons bien. Nous allons tenir les élections à la date du 20 décembre. J'aimerais vraiment rassurer nos compatriotes qui ne se fient pas à ce qui se dit. Ils doivent se fier à ce que la CENI dit. Quand il y a des difficultés, nous en parlons. Comme dans ce cas ici, je peux vous dire que nous sommes vraiment dans le bon parce que notre programme est suivi scrupuleusement. Notre calendrier est respecté avec toute la rigueur voulue. La CENI veut faire partie de la solution. Nous voulons que les Congolais sachent que tous les 5 ans, nous avons des élections et ce n'est pas le moment de commencer à spéculer. Sachez que l'Union européenne a désigné son équipe d'observateurs pour accompagner la République démocratique du Congo lors des élections du 20 décembre prochain. Cette équipe d'observateurs est composée des 13 experts électoraux qui arriveront en République démocratique du Congo vers fin du mois de novembre. Ils seront rejoints par 42 observateurs de longue terme qui seront déployés dans tous les pays pour suivre la campagne électorale. La mission d'observateur électoral de l'Union européenne en République démocratique du Congo suivra sa méthodologie habituelle qui comprend la publication d'une déclaration préliminaire après les élections. Ça se rencontre partout, les discussions pour une candidature commune de l'opposition politique congolaise qui semble-t-il aura lieu en Afrique du Sud. À ce sujet, Junior Bolafa a approché le secrétaire exécutif Funa Délécidé de Martin Fayulu. Suivez sa réaction quant à ça. D'abord, il y a des gens qui disent que non, il y a une rencontre des opposants, je ne sais pas, à Bruxelles, en Afrique du Sud. D'abord, je tiens à vous dire que c'est faux. Le président Martin Fayulu a dit ceci. En 2018, on a eu une candidature commune. Est-ce que ce candidat-là a été passé ou bien n'était pas passé? Il a été élu, mais il n'a pas été, c'est-à-dire proclamé par la CENI et la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi il a dit ceci. Je suis pour la candidature commune. Je suis prêt de m'effacer au profit d'un autre candidat à la seule condition que si la population qui m'avait élu dit que non, voilà, vous, Martin Fayulu, on ne veut plus de toi, on veut dire notre candidature. À ce moment-là, il va se ranger derrière lui. Et puis, avant de discuter sur la candidature commune, nous avons exigé d'abord qu'il y ait d'abord un cadre de concertation qui doit être mis en place entre la CENI et les candidats présidents de la République, en fait de nous convenir sur les principes et les règles du jeu pour avoir des élections transparentes, inclusives et apaisées. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transparence. Il n'y a rien qui nous garantisse que non, voilà, les résultats qui seront proclamés par M. Kadima seront issus des urnes. Et puis, à l'Assemblée nationale, cette réaction du député national Jacques Njoli Essengetele, après que la plénière ait jugé recevable des projets de loi portant sur l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des CTD, ainsi que celles relatives au statut des agents de carrière des services publics de l'État. Il parle des problèmes qui rongent ces secteurs. C'est après sa présentation par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Ebois. Suivez. Il faut toucher le vrai problème. Oui, il faut reconnaître le grade de directeur général. Oui, il faut arriver à trouver la cohérence entre l'administration centrale et l'administration provinciale, mais il y a des problèmes réels. Par exemple, les suspensions des secrétaires généraux par des ministres sectoriels, et ces suspensions de 3 mois deviennent éternelles et les intérimaires deviennent permanents. Il faut mettre un verrou. Il y a la question de la coordination des services publics centraux
au niveau de la province par le gouverneur. Nous voulons l'unité de commandement, mais nous ne voulons pas la caporalisation, la tribalisation des services de l'État. Les chefs des divisions, les directeurs de l'administration publique de l'État sont affectés sur base tribale. Alors que la clé de fonctionnement de l'administration publique, c'est le principe de la neutralité, c'est le principe de l'apolitisme, c'est le principe de l'égalité, d'équité, d'accès et autres. Et puis, dans les territoires d'Elirumu, dans la province d'Elituri, notre correspondant sur place, Joël Kamambou, nous fait part de l'incursion des rebelles ADF ayant occasionné la mort de 6 personnes et une maison incendiée dans le village Mambelulenga. Suivez. C'était aux environs de 21h que les rebelles ADF ont pris d'assaut le village Mambelenga, situé dans la chefferie de l'Essevukutu, territoire d'Irum, province de l'Ituri. La Convention pour le respect des droits humains de Chantin d'Irumu dresse un bilan provisoire de 6 personnes tuées, une maison incendiée lors de cette attaque armée. Son coordonnateur, Christophe Nyenderu, tout a déploré cet énième cas d'incursion, précise que l'absence des opérations conjointes des forces de SUPDF qui seraient à la base de ces sabotages ADF. Et ces terroristes sont venus surprendre les populations de ces villages vers les heures de 20h à 21h. Et le bilan provisoire de cette matinée est de 6 civils tués. Il y a une maison qui a été incendiée et dans cette maison il y avait aussi 3 personnes. Cela est dû au sabotage de ces terroristes vers ces entités parce que la façon dont les opérations de traque de ces derniers se déroulent sur terrain permet pas à faire qu'on puisse bouter autant de nuire ces terroristes ADF. Raison pour laquelle nous, comme population, nous sommes en train de voir des choses autrement par rapport à la tactique employée, utilisée pour traquer ces rebelles. Parce que on est en train de bombarder dans la brousse, mais il n'y a pas la poursuite de cet ennemi sur la voie terrestre. C'est la raison pour laquelle nous pensons peut-être sûrement on devrait chaque fois bombarder l'ennemi et on les poursuit dans la profondeur de la brousse. Tout en reconnaissant les efforts fournis par les FARDC dans la zone, Christophe Nyenderu précise que les autorités militaires doivent définir d'autres stratégies pour bien mener les opérations de traque des rebelles ADF ISCAP qui restent actifs dans les territoires de Rumu. Il devrait changer la tactique juste pour traquer ces rebelles. La matinée du lundi, l'ennemi ADF a encore tué les populations vers la chefferie de Banyali-Tchabi. Et pourtant, la chefferie de Banyali-Tchabi était la seule où ces opérations conjointes avaient commencé et on pensait à un retour d'une paix durable, mais malheureusement, la France. Allez-y comprendre que c'était le village Mambelenga et non Mambelelulenga. Célébration, c'est 7 novembre 2023. De la journée internationale de l'écrivain africaine, une journée qui rend hommage aux hommes et femmes de lettres du continent africain. À ce sujet, Junior Bolafa et Dedi Mujinga ont approché le professeur Sim Kilosho, responsable de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs. Il parle des ouvrages rédigés par les écrivains congolais. Suivez. C'est depuis 1982, à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, que le 7 novembre a été consacré à l'écrivain africain. Cette journée contribue non seulement à rendre hommage à tous les illustres hommes et femmes de lettres du continent, mais contribue aussi à mettre en lumière toutes les difficultés auxquelles s'ébutent les écrivains africains, à savoir difficulté d'accéder aux maisons d'édition, difficulté de vendre le produit de leur production, difficulté de se frayer une place au soleil dans ce concert de la littérature africaine moderne. À ce sujet, le responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, le professeur Sim Kilosho, parle des ouvrages rédigés par les Congolais. Je peux vous montrer quelques œuvres de Congolais. Bon, je prends le cas par exemple, ça c'est un roman récent d'un auteur congolais, La Major, ça c'est l'œuvre de Djongo Simba. Ici j'ai Train des malheurs de Chibamba Wamoela Bujito. J'ai la série des œuvres des Amenga, comme Le crâne de maman. Mon mari en grève, ça c'est Zamenga, qui est lui en RDC. Là, ça ce sont les grands écrivains de la RDC, les auteurs comme Moutimbe, qui a écrit L'odeur du père. Il est aussi l'auteur de
Entre les eaux. Alors, Chabat 2 et beaucoup d'autres romans. Alors, nous avons notre frère Bobo KMB qui a écrit Dieu sauve l'Afrique. Ça, c'est un roman. Et puis, revenons dans les territoires d'Elirumu, dans la province de l'Ituri, pour parler cette fois-ci de l'intersyndicale des enseignants qui menace plutôt d'aller en grève à partir de ce lundi 13 novembre 2023 si les revendications ne sont pas prises en compte par les autorités de la République démocratique du Congo. Notre correspondant Joël Kamambou a recueilli leur déclaration lue ici par Baraka Kilimani. Suivez. Nous, l'intersyndicale des enseignants du territoire d'Irumu, avons l'honneur de saisir votre respectueuse personnalité vous transmettre l'objet si haut figuré. En effet, nos cris d'alarme ne cessent de parvenir depuis le mois d'août dernier suite aux conditions vitales très misérables que mène l'école enseignant sur toute l'étendue du territoire d'Irumu malgré nos démarches non considérées. Pour rappel, nous avions relevé à date du 30 août dernier de nombreux défis qui handicapent le beau déroulement des activités scolaires dans les 3 sous-divisions qui constituent le territoire d'Irumu, entre autres. Primo, les retards exagérés de paie des salaires des enseignants par le gouvernement central, en partenariat avec la Caritas et la BCDC, incluant celui du mois de septembre et octobre. Secondo, les non-paiements des numéros matricules fantômes attribués aux enseignants non payés depuis plus d'une décennie. Tertio, l'inégalité des zones salariales. Quartio, la délocalisation de la paie des enseignants du territoire d'Irumu, de la Caritas et la BCDC suite à l'imposition des frais de transport par la Caritas et le manque de liquidité régulière à la BCDC. Vu qu'aucune de nos revendications n'a été prise en compte jusqu'à nos jours, sous l'œil impuissant de toutes ces autorités qui ont lu à copie, vu que la misère des corps enseignants s'aggrave du jour au jour, malgré son professionnalisme non motivé, déconsidéré, de peur que l'enseignant soit taxé de déformer les élèves qui constituent l'avenir de ces pays. Et pendant que vous aurez le temps de considérer nos cris d'alarme et nos revendications jadis figurées sur votre table, décidons ce qui suit. Vous accordez un préavis de 6 jours à la d'ici au 11 novembre 2023 pour tabler sur les revendications des enseignants du territoire d'Irumu si haut figuré et y trouver des solutions raisonnables. À foi de quoi, si des pistes de solutions convaincantes ne seront pas envisagées dans les délais si haut indiqués, les enseignants du territoire d'Irumu déclencheront une grève en durée indéterminée à partir du lundi 13 novembre 2023. Pendant cette période très difficile que traverse le corps enseignant, que les gestionnaires et les chefs d'établissement ne tiennent ces derniers de rigueur car le ventre creux n'a pas d'oreille ou encore tenez que sac vide ne se tient pas debout. Bonne réception, exploitation et considération pour l'intersyndicale des enseignants du territoire d'Irumu, M. Baraka Kilimani, le rapporteur. Tout à fait autre chose à présent, la saison de pluie qui est encore en ses débuts laisse déjà des traces tenues au quartier Mukouloa dans la commune de Ngaba. Les maisons construites au bord de la rivière Kalamou sont inondées suite au débordement de la rivière. Xavérine Zameya nous a établi ces constats. Suivez. Avec le pluie qui s'enchaîne ces derniers jours, les maisons construites au bord de la rivière Kalamou sont menacées d'inondations. Tel est le cas ici, au quartier Mukouloa, dans la commune de Ngaba. Suite à la crue, plusieurs parcelles sont inondées. Nous vivons avec la peur au ventre. À moindre pluie, l'eau de la rivière déborde et inonde nos maisons, causant des dégâts matériels importants. Que les autorités nous viennent en aide. Les débordements de cette rivière qui est surtout favorisée par le déchet d'immondices déversé par la population. Plusieurs ménages profitent de la pluie pour vider leurs poubelles. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision.
coordonné par Gisèle Olivier Toko, réalisé par Bruno Nzinga, en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.